Et maintenant, nous allons avoir le plaisir d'accueillir Magali Pignard, qui peut monter maintenant sur la scène. Donc Magali Pignard, qui est alors j'ai lu dans votre biographie, agrégée de physique, mais aujourd'hui vient en tant que militante pour la dignité des personnes avec autisme. C'est donc une personne qui elle-même est importante pour les personnes avec autisme et cofondatrice du groupe d'action sur l'autisme féminin. Okay. Madame Pignard va donc nous parler de la parentalité et des... et des idées reçues. À vous. D'accord. On vous écoute. Déjà, je remercie beaucoup les organisateurs de me permettre de parler des parents autistes parce qu'on n'en parle vraiment pas assez. Et je sais qu'il y a beaucoup de parents qui sont comme moi dans la salle. Voilà. Ah, super, déjà. C'est génial. Je flippe un peu quand même. Alors, oui, alors être parent et autiste, oui, c'est possible, la preuve, regardez. Donc déjà, c'est un état des lieux. Globalement, il y a de plus en plus de parents qui se découvrent eux-mêmes concernés. Je pense qu'au CRA, ils le découvrent aussi. Et moi, j'en fais partie. Souvent, quand l'enfant est autiste, forcément, comme l'autisme est génétique, il y a un des parents qui est autiste. Il y a peu de médiatisation, mais c'est en train de venir. Peu de recherche, mais il y a une très bonne recherche qui a été faite en 2020 avec Aleka Paul, que j'ai pu rencontrer. Je ne vais pas développer parce que c'est très long cette étude, mais vous pouvez la retrouver sur le site, un super site de Comprendre l'autisme, qui est fait par une personne autiste qui vient d'être maman d'ailleurs, et qui a peur aussi de dévoiler son autisme. On verra pourquoi. Et le dernier point, donc lorsque l'enfant est autiste, c'est un gros challenge parce que déjà on est autiste, donc il faut qu'on se gère nous-mêmes. Et en plus, on a un enfant autiste à gérer. En plus, déjà un enfant à gérer, ok, mais en plus autiste, même si c'est bien aussi, c'est un atout, mais c'est très compliqué. Et le problème, c'est que on nous considère pas. En fait, quand on est parent autiste, c'est comme si on pouvait pas, comme si c'était pas possible. Moi, personnellement, dans mon entourage, on prend pas du tout en compte mon autisme. Il y a comme une gêne, je sais pas, parce que en fait, j'ai un fils qui est autiste, qui a 16 ans, qui est pas verbal, qui a beaucoup de difficultés. Et moi, je suis à l'opposé du spectre. Et du coup, on peut pas imaginer que je fonctionne un peu comme lui. Je pense que c'est pour ça. Alors la suite. Force des parents autistes. Alors, dans l'étude que j'ai citée tout à l'heure, elle montre que l'écrasante majorité des mères autistes qui ont répondu, c'est une étude pour les mères, mais les pères, c'est pareil à mon avis. Elles donnent la priorité à leur enfant. Alors oui, donc je répète, elles donnent la priorité à leur enfant, ok. Alors, des forces, parce qu'il y a quelques forces quand même. Donc, goût des routines, vous le savez, les autistes, nous, on est très ritualisés. Comme elle a dit l'intervenante, on passe notre temps à anticiper, à tout anticiper, tout prévoir dans la journée. On arrive même à prévoir les imprévus, c'est possible, parfois. Et en fait, ce côté routinier, c'est structurant pour l'enfant parce qu'on fait toujours la même chose. Moi, avec Julien, je fais toujours la même chose. Donc, c'est un peu immuable, peut-être un peu trop d'ailleurs. Et c'est rassurant pour l'enfant. Voilà. Et donc cette approche obsessionnelle, ça peut être un point très positif si on le transpose à l'éducation. Par rapport à un enfant qui ne prévoit rien de sa journée, qui est très spontané, on va faire ça, non, on va faire ça. Ça pour moi, c'est pas possible. Ensuite, des personnes fiables. Donc, je vais quand même dire du bien des personnes autistes. Nous, les mots, c'est important, c'est très important les mots. Quand on dit les mots, ça décrit une réalité. Et en général, quand on dit qu'on va faire quelque chose, on fait tout pour faire cette chose. Les paroles en l'air, très peu pour nous. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de mal avec les personnes peu fiables et je sais que c'est pareil pour beaucoup de personnes autistes. D'ailleurs, je catégorise les personnes fiables, pas fiables dans ma tête. Et du coup, comme on est fiable, l'enfant, il peut avoir confiance en nous. Et il sait que quand on dit quelque chose, on va le faire, quoi. On est persévérant.
Alors en fait, ça rejoint un peu le dernier point, c'est-à-dire que quand on fait un enfant, c'est un engagement, et nous, on rigole pas avec les engagements, quoi. On rigole pas, ok. On va tout faire pour le tenir, quoi qu'il arrive, ok. Ça rejoint un peu la fiabilité, c'est-à-dire quand on a quelque chose, c'est quelque chose d'important, on est responsable, donc on va tout faire pour tenir cet engagement. Et je connais pas mal de parents autistes, quand ils ont des enfants, ils se mettent à lire tous les bouquins sur l'éducation. Donc, c'est pour ça qu'ils donnent la priorité à leur enfant. Mais des fois, ils lisent un peu trop de bouquins, et c'est un peu trop focusé. Et c'est un peu trop compliqué pour le partenaire, qui en a ras-le-bol des fois. Je parle en connaissance de cause. Et ensuite, nous, la pression sociale, on s'en fiche un peu. C'est-à-dire que moi, que Julien soit docteur, il ne le sera jamais, ou autre chose, je m'en fiche. Julien a une déficience intellectuelle, mais je m'en fiche totalement, quoi. Je le prends comme il est, donc on ne va pas mettre de pression sur l'enfant, et l'enfant ne va pas se sentir dévalorisé. Mais par contre, je mets un bémol, parce que il y a des parents qui sont des fois très rigides, qui n'ont pas trop d'empathie, qui sont comme ci, comme ça. Et ils vont dire à l'enfant, fais ça, 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 tu fais ça, il faut que tu arrives. Et ils oublient d'encourager, de renforcer, et l'enfant peut se sentir aussi dévalorisé. Je connais des parents autistes qui ont eu des parents eux-mêmes autistes qui ont souffert de ça aussi, parce qu'ils n'étaient pas renforcés. Donc c'est un petit point faible. Point positif pour le parent, c'est que forcément qu'avec un enfant, il y a beaucoup d'imprévus. Donc on est obligé de s'adapter. Donc c'est très bien pour nous assouplir mentalement, même si ça coûte, mais à la fin, de toute façon, c'est comme ça. La vie, c'est plein d'imprévus. Hein. Parce que si on reste avec nos rigidités, on se replie sur nous et on se replie très, 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 très vite. Le confinement, pour nous, c'était génial. Enfin, pour moi, c'était génial. Et aussi avoir des enfants, quand on a des enfants, on va avoir des interactions sociales avec les parents, tout ça. C'est un peu compliqué, mais c'est très bien parce que ça nous fait sortir aussi. Voilà, alors la suite. Donc je suis dans les temps, là, c'est bon. Il me reste encore 3 diapos, c'est bon. C'est parfait, ok, très bien. Ok, alors, lorsqu'un des enfants est autiste, que c'est souvent le cas, parce que l'autisme est génétique, alors forcément, comme on a le même fonctionnement, enfin, on est différents, mais disons, on se ressemble au niveau cognitif, on comprend l'enfant. Alors moi, je trouve que c'est un atout pour l'enfant, sauf que cet atout, je trouve qu'il est très peu pris en compte par les professionnels, parce qu'en fait, les professionnels ont du mal à accepter, même juste concevoir que le parent puisse avoir le même fonctionnement que l'enfant. Il y a quelque chose il y a une barrière là-dessus. Je ne sais pas pourquoi, il y a aussi une certaine gêne, je ne sais pas, et aussi parce que en France, il y a le professionnel qui sait, le parent qui doit apprendre du professionnel. Je sais qu'en Suède, c'est pas comme ça. Par exemple, j'étais en Suède, c'était pas du tout comme ça. Et du coup, en fait, ce que j'explique, c'est aussi pour tous les parents aussi non autistes. Il faut vraiment qu'il y ait un rapprochement qu'il y ait un rapport horizontal entre le parent et le professionnel. Ça, tout le monde sera d'accord. C'est quelque chose de consensuel, n'est-ce pas ? Alors forcément, comme on a un peu le même fonctionnement, on va s'adapter à l'enfant facilement. Donc par exemple, moi, j'évite de trop bouger, parce que je sais que quand on bouge trop, c'est compliqué, parce qu'il faut gérer la personne qui bouge. J'évite de parler de manière avec des intonations comme ça, parce que je parle de manière monocorde, donc ça c'est facile. Je sais que les autistes aiment bien qu'on parle de manière monocorde, enfin moi c'est comme ça en tout cas. Forcément, moi je déteste le bruit, donc je vais éviter les environnements bruyants. Je sais que Julien, il est monotache, qu'on ne peut pas lui donner plein de consignes à la fois, que c'est une consigne à la fois, et que quand on donne une consigne, il faut un laps de temps, parce qu'il faut que le temps qu'il intègre cette consigne, qu'il la gère, qu'il traite cette information en fait, et après qu'il fasse la consigne. Si je lui redonne la même consigne 2 secondes après, il va être tiré en nouveau à l'extérieur. Qu'est-ce qu'elle me dit encore? Et du coup, ça va encore augmenter son traitement, ça va le polluer en fait, ça va polluer son traitement d'information.
Et j'ai vu que les professionnels que je connais qui travaillent avec les enfants, ils ne respectent pas ça, quoi. Et je leur dis de respecter et ils ne le font pas. Donc s'ils sont là, je ne sais pas. Donc aussi, bon, moi, ce n'est pas trop le cas de Julien parce qu'il ne parle pas, mais j'ai des parents dont l'enfant est Asperger. Par exemple, si l'enfant crise au bout de la journée parce qu'il y a trop de bruit, le parent dit « mais moi aussi, tu sais, je comprends ». Et aussi, le parent peut donner beaucoup d'explications. Le parent, nous, on a mis du temps à comprendre les implicites, à mettre du sens à toutes les actions, tout ce qui se fait, on passe notre vie à essayer de comprendre le monde. Donc quand on l'a compris, on l'explique naturellement à l'enfant. Donc il n'y a pas beaucoup d'implicites, on est très précis aussi. Le sens du détail, forcément, comme on a un super sens du détail, pas forcément moi, mais certains, on permet de voir des petits signes qui déclencheurs de crise, donc moi je les vois assez bien. Et programmé pour rechercher des solutions. Donc en fait, nous, notre vie, c'est une longue série d'obstacles qu'on a appris à contourner. Notre vie, c'est le parcours du combattant. C'est pas cool, notre vie, quoi. Et en fait, nous, en étant tout le temps en train d'analyser les situations, et après analyse, on cherche des solutions. Un peu comme un ordinateur. Donc en fait, quand on a un enfant autiste, quand on sait qu'il est autiste, on ne va pas dire « Ah, au secours !» On se le dit un petit peu, et on rebondit assez vite, parce qu'on est habitué, c'est juste quelque chose en plus qu'il faut traiter, et voilà. Et on cherche des solutions, et comme j'ai dit, quand on cherche, on cherche, on cherche, donc ça peut tourner à l'obsession. Et je connais beaucoup de parents autistes dont l'intérêt spécifique, c'est l'autisme, n'est-ce pas? Et ça peut aussi attirer la suspicion à l'hôpital, des travailleurs sociaux, etc. Parce que qu'est-ce que c'est que cette maman qui sait tout, là, voilà, c'est pas normal. Voilà, donc... alors maintenant, ok, on passe aux difficultés. Alors déjà, je vais commencer par la stigmatisation. Alors, comment dire? En France, la plupart des pros, mais pas vous, ils pensent qu'un parent autiste ne peut pas s'occuper de son enfant parce qu'il est autiste. Il ne peut pas aimer son enfant. D'ailleurs, moi, je suis allée sur Google un jour, j'ai fait taper autisme et j'ai vu un autiste peut-il aimer? Donc, il y avait ça qui est sorti dessus. Donc, forcément, nous, on est conscients de ça et on va tout faire pour ne pas dire qu'on est autiste, sauf moi et d'autres. Ouais. Et donc on va cacher l'autisme, on va tout faire pour pas dépasser, quoi. Et du coup, on ne va pas demander de l'aide. Et en plus, les personnes autistes, souvent, elles ont du mal à demander de l'aide. Si en plus, l'aide, en fait, ça, c'est pas de l'aide, on va pas aller à l'ASE pour demander de l'aide, ok? Ah, il y a des gens de l'ASE, je suis désolée, ok. Donc en fait, notre salut, notre aide, c'est avec les autres parents, c'est en dehors du système. Et le but, ce serait bien qu'il y ait un prochain colloque là-dessus pour que l'aide, elle se trouve dans le système. Ça, ce serait génial, quoi. Donc ça, c'est mon rêve. Donc en gros, il ne faut pas confondre notre besoin d'aide parce qu'on a des besoins spécifiques du fait de notre fonctionnement. Mais notre fonctionnement n'entraîne pas une incapacité à nous occuper de nos enfants. Alors, premier enjeu de fonction exécutive, c'est compliqué. Alors, moi, je ne suis pas concernée, j'ai des bonnes capacités de planification, tout ça, mais ce n'est pas le cas de tous. Surtout les personnes qui ont aussi un TDAH. Donc, je connais des parents qui se font plein de listes, mais plus que des listes de parents non autistes. Par exemple, c'est une liste pour préparer le biberon, c'est je prends le biberon, je sors la titine, je mets de l'eau jusqu'à... Elles ont une liste comme ça, je mets dans le micro-ondes. Un parent neurotypique, il n'a pas ça, quoi. Donc ça prend beaucoup d'énergie. Il n'y a pas d'aide, bien sûr. Enfin, peu d'aide. Gestion des interactions sociales. Alors, c'est un gros coup. Ouais, c'est compliqué quand même. Je vais commencer par quoi? Peut-être avec le couple. Il n'y a pas le couple. Alors, moi, je suis divorcée, en fait, et je suis beaucoup mieux seule. Parce que... Et je sais que je ne suis pas toute seule. Oui, je suis désolée, mais...
En fait, c'est que j'ai pas. En plus, mon ex, il est génial. Hein. C'est moi qui l'ai choisi. Il est vraiment super. C'est une crème. Mais... non, mais j'ai choisi pour ça, quoi. Il est gentil. Putain, il est génial, ce mec. Mais, mais je pouvais plus, quoi. Non, mais heureusement qu'il n'écoute pas, quoi. Et en fait, je suis beaucoup mieux seule parce que j'ai pas à le gérer. Et c'est pas drôle, en fait. C'est triste, quoi. Mais et moi, j'ai un chat. C'est beaucoup plus facile à gérer un chat. Non, merde, j'aurais dû faire. Non, mais arrête. Et les parents autistes, dites-moi, vous êtes d'accord? Ah, ok, je suis pas toute seule. Donc c'est compliqué. Rencontre parents-enfants. Alors, quand j'ai eu Julien, je savais pas que j'étais autiste. Et je me forçais à être comme tout le monde. Et je me disais, j'y arrive pas. Mais je forçais. Il y avait des rencontres que la mairie organisait dans les quartiers pour les parents. Et waouh, c'était difficile. Il fallait que j'y aille parce que bon, c'est comme ça qu'on fait. Hein, les gens ils font comme ça, donc je vais faire pareil. Et je voyais les parents, ils parlaient entre eux, mais ils parlaient de choses futiles. Et j'arrivais pas à m'identifier en fait. Et ils étaient tellement bien quand ils parlaient de choses futiles. Et moi j'étais stressée et il y avait un trou en fait. Et j'arrivais pas du tout à être avec eux. J'étais très stressée, je comprenais pas pourquoi. Et ça leur faisait du bien apparemment de parler de leur environnement, tout ça, enfin les sorties. Ouais. Vous pouvez souvenir. Et si j'avais su que j'étais autiste, je ne me serais pas forcée. J'aurais compris, c'est bon quoi. Alors, prise de rendez-vous, il y a plein de rendez-vous à prendre quand on a un enfant normal, quoi. Et nous, le téléphone, on déteste ça. Enfin, moi, je déteste, et je ne suis pas la seule. Si on me téléphone sans me prévenir, laisse tomber. Je prends pas le téléphone, je réponds, mais c'est agressif. Donc, les rendez-vous en ligne, c'est très bien. C'est vraiment génial. Si ça pouvait se développer, ce serait bien. Et parce qu'en plus, on se rend pas, mais c'est pas drôle en fait. Il y a plein de parents qui prennent pas rendez-vous au médecin juste parce que la première étape n'arrive pas à la franchir. C'est bloquant en fait. Et ça, c'est quelque chose à travailler. Enregistré. Ok, c'est bon. SMS, machin. Alors, à l'hôpital, c'est aussi compliqué. Je vais prendre mon exemple. Julien faisait des crises d'asthme et puis ils avaient instauré un protocole que je trouvais vraiment compliqué, qui servait à rien. Et je leur ai dit. Et ils n'ont pas trop aimé. Parce qu'on dit les choses comme elles sont, en fait. Je ne sais pas comment les gens ils font pour ne pas se taire et pour obéir. Moi, je ne peux pas, quoi. Quand je trouve des choses qui n'ont pas de sens, en fait, je peux pas. On ne peut pas. Donc, j'ai pas eu de problème, mais je connais des parents qui ont eu des problèmes et qui ont eu à la suite des informations préoccupantes, hein, parce que il y en a qui savaient tout sur tout, qui disaient voilà l'allergie de mon fils c'est ça, qui coupaient le sachant, donc ça allait pas. Réunion parents-prof, c'est aussi compliqué. Alors parents-prof, c'est un peu pareil que parents-enfants. J'avais le même ressenti, c'est-à-dire les parents parlaient. C'était long, ils parlaient beaucoup. Je ne voyais pas ce que je faisais, je m'ennuyais. Là, je suis passée, je ne parlais pas du tout, je suis passée sous les radars. Et réunion, alors ESS, vous savez ce que c'est? Réunion d'équipe suivi scolarisation. Donc, très mauvais souvenir, c'est quand on a un enfant handicapé. Alors à ce moment-là, je ne savais pas que j'étais autiste. Et si je l'avais su, je ne me serais pas comportée pareil. Alors, je vais prendre. Quand il y a des réunions, souvent la personne autiste, elle a du mal à comprendre tout ce qui se dit parce que c'est pas très précis, parce que ça va trop vite, parce qu'il y a des implicites, parce que les gens tournent autour du pot, parce que ce qu'ils disent, ils ne le pensent pas. Et en fait, le temps que la personne autiste, elle comprenne ce qui se dit, après, elle va mettre du temps à se dire qu'est-ce que je dois répondre, j'ai envie de répondre, elle va formuler sa réponse, mais elle va mettre des secondes, des minutes, et elle a passé son tour de parole. Et ça, c'est vraiment quelque chose
qui est facilement remédiable. Il suffit de dire il faut être précis dans la réunion, explicite, il faut aller lentement. Et je pense que c'est aussi bien pour toute personne. Alors, autre chose, en réunion parents-prof, c'est qu'en fait, nous, on n'a pas le même mode de communication. Comme je disais, nous, on va droit au but. On a communication franche et directe, vous l'avez remarqué. Et les personnes, elles prennent plein de moyens détournés pour dire quelque chose. Et c'est compliqué. Et on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi elles ne prennent pas les mots directs, quoi. Et en plus, quand elles disent quelque chose, elles ne le pensent pas. Moi, dans les réunions, clairement, ils ne voulaient pas de mon fils. Et ils disaient, c'est dans l'intérêt de Julien, gna 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 gna. Et j'avais envie de dire, mais en fait, vous n'en voulez pas de Julien, c'est bon, quoi. Je crois que je ne l'ai pas dit, mais ça nous énerve, en fait. Ça nous énerve, et on trépigne, on est impulsif, et on dit les choses abruptement. Et on dit, ce parent, hystérique. Donc voilà, c'est compliqué. Et gestion des goûters, c'est aussi compliqué parce que les goûters, déjà, déjà 2 mois avant, moi je ne suis pas concernée, hein, mais ça c'est des témoignages de parents, 2 mois avant ils y pensent. Donc là, vive le confinement parce que pas de goûter durant cette époque. Donc il faut envoyer les invitations. Ensuite, quand les parents arrivent, faut leur parler. Et il faut savoir de la conversation, donc on planifie, on a des scripts dans notre tête, et souvent on n'arrive pas à bonjour, bonsoir, voilà, on n'y arrive pas. Il reste 5 minutes, merde, ok. 8. Donc c'est compliqué, ok. Surcharge sensorielle, c'est un peu évident, hein, le bruit, etc. Et manque de temps pour soi, on a beaucoup besoin d'être seul pour se reconnecter à nous-mêmes, et quand on a un enfant, c'est compliqué. Et donc, anxiété, débordement émotionnel. Le truc, c'est en fait, on paraît pas, on a l'air normal, on encaisse, puis du coup, on peut plus et on éclate. Et les gens, ils n'ont rien vu venir. Alors, besoin de contrôle mis à mal, forcément, quand il y a des imprévus, c'est compliqué. Stigmatisation, j'en ai déjà parlé. Parents désarçonnés par un enfant non autiste, quand moi je vois les enfants à la piscine, ils sont ingérables pour moi, ils parlent beaucoup. Ils demandent beaucoup d'attention à leurs parents et c'est je pourrais pas, quoi. Et ils font des caprices aussi. Et moi, on peut facilement me faire tourner en bourrique parce que je crois un peu tout ce qu'on me dit, donc c'est compliqué. Donc ça, c'était difficulté en jeu. Donc il y en a quand même un petit peu. Alors, c'est la dernière diapo. Il reste 7 minutes, c'est bon. Alors, premier enjeu, déstigmatiser, forcément, c'est tout ce que j'ai dit, hein, réduire les stéréotypes pour qu'on n'ait plus peur de demander de l'aide, pour qu'on accepte notre autisme. Ensuite, pour qu'on reconnaisse nos compétences, reconnaisse qu'on est une personne ressource qui peut apporter des informations précieuses à l'aidant. Ça, j'aimerais bien, ça, j'aimerais vraiment beaucoup. Prendre en compte les particularités. Alors là, il y a des choses à faire, mais des fois, c'est tout simple. Par exemple, il y a une maman à l'école, l'enseignant ressource, elle prend en compte ses particularités. Donc, elle échange avec quelqu'un par SMS et elle lui explique les choses en réunion. Elle lui explique, en fait, elle est son décodeur. Et ça change tout. Il y a aussi des petits trucs tout bêtes. Par exemple, en réunion parents-prof, le prof dit il faut aller chercher le cours, il faut aller récupérer le cours. Et ça, c'est pas précis du tout. Récupérer le cours, qu'est-ce qu'on fait, à qui, à quoi, comment. Donc, il y a des étapes à faire qui vont nous bloquer. Donc, si on dit on vous envoie par mail le cours en PDF, voilà, c'est fini. Habileté sociale. Alors, c'est pour nous apprendre à interagir avec les enfants non autistes. Quand ils sont tournés en bourrique aussi. Et aussi apprendre à interagir avec les personnels médicaux, le personnel de l'éducation nationale. Alors ça, c'est vraiment compliqué. En fait, et après, quand j'ai su que j'étais autiste, je me taisais en réunion. Je laissais mon ex, qui est adorable. J'étais avec lui à l'époque.
il parlait et moi je savais que j'allais gifler les gens. Et déjà j'ai déjà frappé, j'ai déjà mordu un maître nageur, c'est vrai, hein, j'ai déjà tabassé un vigile. Et la police est venue, machin. Donc voilà. On monte et en fait les gens voient rien venir. On est comme ça et puis on dit un mot de trop et c'est difficile. Et c'est thérapeutique en même temps, ça fait du bien. On a besoin d'aide humaine. Alors pour faire le ménage, ça serait très bien aussi. Tout le monde a besoin de ça, mais bon, nous un peu plus, ça serait bien. Parce que c'est bête, mais on a l'air super adapté, mais il y a des parents qui ont de grosses difficultés exécutives, ils ne savent pas tenir une maison. Donc vraiment, c'est tout bête, mais bon. Aide pour les démarches administratives compliquées aussi. Moi, j'y arrive bien, mais d'autres moins bien. Donc il y a des parents qui rêvent d'avoir un livret qui explique vraiment de manière précise les allocs auxquels ils ont droit, plein de choses. Et ça aiderait aussi pour tout parent. Et en France, c'est compliqué, hein, l'administration, c'est compliqué pour tous. Donc si on aide les parents autistes, ça va aider pour tous les parents, comme pour les élèves. Quand on aide les élèves autistes, on aide les autres élèves. Donc ça, c'est la conclusion de l'étude que je vous incite à lire. Il y a eu pas mal d'articles en français sur cette étude. Voilà. Et j'ai fini presque. 3 minutes. Donc ça, c'est une citation d'une maman dont je me suis beaucoup inspirée, qui est aussi membre de Paris, qui est en Bretagne, et qui travaille beaucoup sur l'autodétermination. Et donc, voilà. Donc, ce qu'on a besoin, c'est d'un soutien, pas pour nous remplacer, mais pour nous aider dans nos besoins spécifiques. Et voilà, ça c'est donc l'envoi. Le premier lien, c'est je vous incite à lire ça. Donc c'est cette personne qui est tout juste maman et qui ne va pas le dire aux travailleurs sociaux. Là, c'est l'étude. Ça, c'est une autre étude qui est inspirée de celle-là. Et ça, c'est un article que j'avais mis en ligne quand j'étais à l'AFA, que j'ai fait traduire en français, qui est aussi très bien aussi. Je me suis beaucoup inspirée pour cette intervention. Et merci.